Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un policier blanc arrête un général noir de l'armée américaine. Mais ce qu'il découvre ensuite le bouleverse à jamais. Dans l'air épais et chargé d'humidité d'un matin doux, alors que le soleil perçait à peine les brumes légères suspendues au-dessus des champs de maïs, une berline noire Lincoln Navigator glissait paisiblement le long d'une route secondaire du comté d'Ashford, en Virginie. Les feuillages denses bordant l'asphalte frémissaient sous le souffle tiède de l'été, et seul le ronronnement feutré du moteur troublait le silence rural. À son volant, le général Alexander Morris, 54 ans, homme noir à la peau sombre et au regard à la fois doux et pénétrant, habitué à observer sans juger, à écouter sans fléchir. Son port était altier, sa posture droite, comme si son dos portait toujours les responsabilités d'un commandement invisible. Même en civil, chaque geste trahissait une discipline ancrée au plus profond de son être. Ce jour-là, il ne portait ni ses insignes, ni son uniforme à la poitrine bardée de décorations. Vêtu d'un costume gris sobre, taillé sur mesure, et d'une cravate bleu marine discrète, il avait choisi la simplicité. Pourtant, même sans ses galons, il imposait une présence naturelle, celle d'un homme qui a dirigé des troupes en terrain hostile, traversé les déserts d'Irak, négocié dans les couloirs tendus du Pentagone, et consolé des familles endeuillées dans des salons silencieux aux rideaux tirés. Il se rendait incognito à une cérémonie privée, dans une petite église de campagne. Une veuve Y attendait, entourée de quelques proches, pour recevoir une médaille posthume au nom de son mari, un soldat tombé lors d'une mission humanitaire au Yémen. Alexander tenait à venir en personne, sans escorte ni protocole, par respect pour ce jeune homme qu'il avait recommandé lui-même quelques mois plus tôt pour une mission à haut risque. La route 57, qu'il empruntait, était isolée et peu fréquentée, signant à travers les vallons et les forêts. Pas de GPS. Il connaissait l'itinéraire par cœur. Ce genre de matin où les souvenirs remontent lentement, où chaque virage évoque les anciennes campagnes, les amis perdus, les lettres écrites à la main. À 8h42, alors qu'il entamait une légère descente entourée de pins, un flash de lumière rouge et bleue illumina subitement l'intérieur de son habitacle. Il jeta un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Une voiture de patrouille. Les gyrophares tournaient à plein régime. Pas de sirène, mais l'intention était claire. Alexander soupira doucement. Il n'avait rien à se reprocher. Sa vitesse était régulière. Pas de téléphone, pas de manœuvre douteuse. Il enclencha le clignotant, ralentit, et se rangea avec calme sur le bas-côté, laissant ses mains bien visibles sur le volant. Pas de panique. Pas de colère. Juste une vigilance sourde, forgée par des années d'expérience. Il avait vécu des situations autrement plus tendues à Kandahar ou à Bagdad. Mais cette tension-là, celle d'un homme noir arrêté sans raison dans une région conservatrice, sans uniforme pour se protéger, celle-là avait une saveur particulière. Une blessure plus ancienne. Plus intime. Il ferma brièvement les yeux, inspira profondément, et attendit. Le moteur tournait toujours. Le vent tiède entrait par la fenêtre entr'ouverte. Au loin, un jet bleu chanta brièvement avant de s'envoler dans les arbres. Quelques secondes s'écoulèrent après que le général Morris s'était rangé sur le bas-côté. Le silence fut brisé par le claquement sec de la portière du véhicule de police. L'agent Brian Whittaker, 34 ans, blanc, à la carrure rigide, descendit d'un pas rapide, presque nerveux. Sa main, sans ambiguïté, se posa directement sur la crosse de son arme. Il scrutait déjà, à travers ses lunettes sombres, la silhouette noire au volant du SUV. Une sueur discrète perlait sous la bordure de son front, non pas à cause de la chaleur moite, mais d'une anxiété sourde, celle d'un homme trop habitué à confondre autorité et domination, et à voir le danger là où il y avait simplement une différence. Il hurla, sans prendre le temps d'une approche mesurée. Coupez le moteur. Main bien visible. Sortez doucement du véhicule. Le général Morris, toujours calme, tourna la tête avec lenteur. Il baissa légèrement la vitre passager et répondit d'une voix posée, presque bienveillante. « Officier, puis-je savoir ce qui ?» Silence, coupa Whittaker en avançant brusquement, la main crispée près de son arme. « Sortez immédiatement, les mains en l'air. »
Et lentement. Alexander s'exécuta. Il ouvrit la portière en gardant les gestes souples, méthodiques. Il leva les mains bien haut, les paumes ouvertes, sans chercher à discuter. Il savait trop bien comment une seule seconde d'hésitation pouvait être mal interprétée, comment sa stature pouvait être perçue comme menaçante, même sans hostilité. Il avait vu trop d'articles. Trop de noms devenus des hashtags. L'officier s'approcha à grands pas, l'œil agité, le souffle court. Il analysa en un instant la voiture de luxe, les vitres teintées, les jantes chromées, et surtout, l'homme noir seul à bord dans ce comté rural. Dans son esprit, les cases se cochèrent dangereusement vite. Pas de plaque militaire visible. Pas de signe d'appartenance à une institution. Juste un homme suspect, dans une voiture, trop belle pour lui. Cette voiture est volée? Vous avez des armes sur vous? Ou peut-être de la drogue, lança-t-il d'un ton accusateur, la voix légèrement tremblante. Qu'est-ce que vous faites ici, dans ce coin, à cette heure-ci? Le général ne bougea pas d'un cil. Il répondit d'un ton neutre, presque pédagogique. Cette voiture est à moi, officier. Je peux vous présenter mon permis de conduire, les papiers du véhicule, et... Mais Whittaker l'interrompit froidement, sans même jeter un œil aux documents que Maurice sortait de sa veste intérieure. Sur le capot. Tout de suite. Les mains à plat. Ne bougez pas. Sans discussion ni raison valable, il saisit les poignets du général, les tordit dans son dos et lui passa les menottes avec un geste sec et brutal, comme s'il neutralisait un criminel dangereux. Les poignets de Maurice, pourtant inactifs, furent serrés à l'extrême, sans ménagement. Vérification d'identité, marmonna Whittaker à son micro. Homme noir, entre 50 et 60 ans, berline noire, plaque inconnue. Je le conduis au poste. Il ne consulta ni les papiers, ni la plaque d'immatriculation, ni le visage de l'homme qu'il venait d'arrêter. Tout ce qu'il vit, c'était un profil qui ne cadrait pas avec ce qu'il jugeait normal pour le quartier. Il poussa Alexander dans l'arrière de la voiture de patrouille, le fit asseoir sans un mot, puis referma violemment la portière. À cet instant précis, sur le trottoir opposé, Angela Reed, infirmière vétérane, 48 ans, en congé ce jour-là, sortait d'un petit café local avec un gobelet en carton à la main. Elle allait remonter dans sa voiture quand elle aperçut la scène. Elle plissa les yeux, et son cœur se serra. Ce visage, elle le connaissait. Ce regard, elle l'avait vu un jour au cimetière militaire d'Arlington, dans une cérémonie solennelle, lorsque le général Alexander Maurice avait remis une médaille à sa belle-sœur, veuve de son frère, un marine tombé en Syrie. Le choc fut instantané. Un héros national, menotté comme un vulgaire délinquant. Le contraste entre la dignité de l'homme et l'agressivité injustifiée du policier était insoutenable. Angela sentit un frisson lui remonter l'échine. Elle sortit son téléphone, et le cœur battant, commença à filmer discrètement. Pas pour faire le buzz. Mais pour témoigner. Documenter. Protéger. Elle savait trop bien comment certaines arrestations se terminaient. Et elle savait surtout que l'uniforme militaire ne protège pas de la couleur de peau quand on est noir et en civil. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette vidéo allait faire le tour du pays. Et que le nom du général Alexander Maurice allait entrer dans une toute nouvelle bataille, celle contre les préjugés ancrés dans la nation même qu'il avait servi toute sa vie. Quelques minutes plus tard, le véhicule de patrouille fit son entrée dans la cour arrière du commissariat d'Ashford. Le soleil était maintenant haut, projetant une lumière crue sur le béton, comme s'il voulait révéler chaque détail, chaque erreur, sans la moindre ombre pour les dissimuler. L'agent Brian Whittaker descendit de la voiture d'un pas ferme. Son torse bombé trahissait une fierté mal placée, celle d'un jeune policier convaincu d'avoir intercepté un élément suspect. Il ouvrit la portière arrière sans délicatesse, tira le général Maurice hors du véhicule, toujours menotté, et le conduisit à l'intérieur par l'entrée réservée aux détenus. Le hall d'accueil était silencieux. 2 agents buvaient leur café en consultant leur rapport. Quand Whittaker apparut avec un homme en costume élégant menotté derrière le dos, l'un d'eux haussa un sourcil. « T'as chopé un cadre ou quoi ?» Whittaker, visiblement satisfait, répondit en posant son rapport sur le comptoir. « Homme suspect. Voiture haut de gamme. A refusé de coopérer.
Aucun papier clair. Je le garde en salle B jusqu'à identification complète. Le général Maurice, debout, silencieux, fixait un point invisible sur le mur. Son visage était neutre, presque impassible, mais son regard trahissait une blessure ancienne rouverte, une fatigue que seuls les hommes ayant vécu trop d'injustices peuvent porter sans qu'elle ne plie leur colonne vertébrale. Puis, la porte du fond s'ouvrit brusquement. Le capitaine Harold Simmons, 58 ans, vétéran de la police, figure d'autorité calme et respectée du comté, entra avec un dossier sous le bras. Il s'arrêta net en voyant l'homme debout, menotté, au centre de la pièce. Son visage se décomposa. Il pâlit, comme frappé par un coup invisible. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Il avança lentement, les yeux rivés sur Maurice, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Et soudain, dans un souffle à la fois choqué et furieux, il lâcha. Mais... Mon Dieu! Whittaker. Vous avez arrêté le général Alexander Maurice? Whittaker se figea. Le nom venait de le frapper de plein fouet. Il cligna des yeux, interloqué, avant de balbutier. Il ne s'est pas identifié comme tel, capitaine. Je pensais que... Simon haussa la voix, chose rare chez lui. Vous pensiez quoi, exactement? Qu'un homme noir en costume, conduisant un SUV, dans un quartier tranquille, est automatiquement un suspect? Vous n'avez même pas lu ses papiers, ni vérifié sa plaque, ni posé les bonnes questions? Le silence, déjà lourd, devint irrespirable. Chaque mot du capitaine résonnait dans la pièce comme une gifle. Les jeunes recrues se taisaient, figés. Même le bourdonnement de la machine à café semblait s'être arrêté. Ce général est le vice-commandant de la division et de l'armée des États-Unis, Whittaker. Il a dirigé des opérations de sauvetage, négocié avec des forces alliées, formé des centaines de soldats. Il a plus de médailles, plus d'honneur, et plus de services que vous n'avez d'années dans cette institution. Il ne criait pas. Il accusait. Le capitaine s'approcha d'Alexander Maurice. Avec une gêne visible, il sortit lui-même la clé des menottes de sa poche, et, à genoux presque, libéra les poignets du général. Le métal tomba au sol avec un bruit sourd. Simmons leva les yeux vers Maurice, honteux, presque tremblant. Général Maurice, je ne trouve pas les mots. Je suis profondément désolé. Vous n'auriez jamais dû. Mais Maurice l'interrompit d'une voix calme, posée, mais grave. Capitaine. Ce n'est pas la première fois que cela m'arrive. Mais j'espérais, vraiment que ce serait la dernière. Un silence s'ensuivit. Le genre de silence qui marque les cœurs et glace les convictions. Simmons, encore bouleversé, reprit, plus bas. Nous sommes sincèrement désolés, général. Cet agent va être suspendu, réassigné, et... Mais Maurice l'arrêta d'un simple geste de la main. Il planta son regard droit dans celui du capitaine et dit d'un ton ferme. Ce n'est pas une affaire personnelle. Ce n'est pas un individu que je blâme. C'est un symptôme, capitaine. Un symptôme d'un système qui forme des hommes à craindre plutôt qu'à comprendre. À soupçonner au lieu de dialoguer. Je ne suis pas ici pour demander des excuses. Je suis ici pour poser une question, combien d'autres auraient été traités de la même façon, s'ils n'avaient pas eu mes galons? Dans un coin de la pièce, Whittaker, blême, baissait les yeux, frappé par quelque chose de plus puissant qu'un blâme, la honte lucide. Un silence solennel s'installa. Et dans ce commissariat, ce matin-là, ce ne fut ni l'arrestation ni la libération qui marqua les esprits, mais la dignité calme d'un homme qui, même humilié, refusait d'abaisser son humanité au niveau des jugements qui l'avaient enfermé. La vidéo filmée par Angela fit rapidement le tour des réseaux sociaux. Le clip, de 2 minutes et 17 secondes, montrait le général Alexander Maurice, l'uniforme impeccable malgré sa position de civil ce jour-là, se faire menotter comme un vulgaire délinquant. Il gardait une posture droite, presque militaire, tandis que l'agent Whittaker, nerveux mais autoritaire, lui parlait sans ménagement, ignorant totalement ses tentatives calmes d'explication. La vidéo était accompagnée d'un simple titre, un héros traité comme un criminel. Pourquoi? En moins de 24 heures, la vidéo dépassa les 4 millions de vues.
Des hashtags comme hashtag Général Maurice, hashtag profilage racial, et hashtag respect ou rien envahir X, anciennement Twitter, TikTok et Instagram. Le visage du général, marqué par la dignité dans l'humiliation, devint le symbole d'un système à bout de souffle. Le lendemain matin, la séquence fut reprise dans les journaux télévisés des grandes chaînes nationales. Sur CNN, un débat s'ouvrit. S'il faut un uniforme pour être traité avec respect, alors que reste-t-il aux citoyens ordinaires? Sur MSNBC, une présentatrice en larmes lut une lettre envoyée par une classe d'élèves noirs de Baltimore. Monsieur le général Maurice, merci d'être resté digne. Vous nous avez montré que notre valeur ne dépend pas de leur regard. Même Fox News, souvent plus réservé sur ces sujets, ne put ignorer le tollé. L'un de leurs chroniqueurs conservateurs reconnut. Ce n'est plus une question de politique. C'est une question d'honneur. Dans les jours qui suivirent, les appels à sanctionner Whitaker se multiplièrent. Des anciens combattants, des élus, des figures religieuses, tous prirent la parole. Des rassemblements eurent lieu devant le poste de police, des bougies à la main, en silence. L'agent Brian Whitaker fut suspendu avec effet immédiat. Contraint de se retirer de la patrouille de terrain, il fut assigné à un programme intensif de formation sur les biais implicites, de médiation raciale et d'éthique policière. 3 semaines plus tard, il dut comparaître devant un comité d'éthique interne. La salle était comble. Journalistes, collègues, officiers supérieurs, membres de la communauté et même des vétérans étaient présents. Vêtu d'un costume sombre, rasé de près, Brian Whitaker paraissait bien différent de l'officier de cette vidéo. Son regard fuyait parfois celui des membres du comité. Lorsqu'on lui donna la parole, il se leva lentement, puis déclara. « Je croyais faire mon travail. J'ai été formé à agir rapidement, à anticiper le danger. Mais aujourd'hui, je comprends que ce que j'ai fait ce jour-là n'était pas du zèle, c'était de la peur. Et cette peur, je ne l'ai pas questionnée. Elle s'appuyait sur des clichés, sur des automatismes que je n'avais jamais remis en cause. » Il marqua une pause, regarda brièvement une photo du général Maurice projetée sur l'écran. J'ai humilié un homme honorable, un homme qui a donné sa vie à ce pays. Je n'ai pas su voir sa dignité, je n'ai vu qu'un homme noir dans une belle voiture. Et ce jour-là, j'ai été tout ce qu'un agent de police ne devrait jamais être, injuste, brutal, aveugle. La salle était silencieuse. Je ne demande pas qu'on m'excuse. Je demande une chance d'apprendre. Une chance de changer. Parce que si je peux reconnaître mes erreurs, alors peut-être que d'autres le feront aussi. Son témoignage, retransmis en direct, fut salué par certains, critiqué par d'autres. Mais il marqua une étape. Car pour la première fois, un agent reconnaissait publiquement non seulement ses actes, mais le système de pensée qui les avait rendus possibles. Quelques jours plus tard, le général Maurice publia une lettre ouverte dans le New York Times. Je ne veux pas la vengeance. Je veux que cet incident serve de leçon. Si un homme décoré, loyal envers sa patrie, peut être ainsi traité, alors c'est tout le tissu de notre nation qui doit être réexaminé. L'Amérique ne changera pas avec des excuses. Elle changera avec du courage, de la vérité, et une volonté ferme de réapprendre. Et cette lettre fut lue dans des centaines d'écoles, d'académies de police, et partagée par d'anciens présidents. Quelques jours plus tard, le général Alexander Maurice fut convié à prendre la parole devant le Congrès des États-Unis, lors d'une session exceptionnelle sur les discriminations raciales dans les institutions publiques. Ce fut un moment solennel. La salle était comble, les regards suspendus à la silhouette droite du général, désormais mondialement connu non seulement pour ses actes militaires, mais pour sa dignité sous l'humiliation. Son discours, diffusé en direct à la télévision nationale, marqua les esprits. Je n'ai pas souffert ce jour-là à cause d'un homme. J'ai souffert à cause d'un système qui enseigne la peur avant l'humanité. Je n'étais pas en uniforme, c'est vrai. Mais même en civil, je représente ce pays. Et ce pays doit se regarder en face. Un silence chargé d'émotions emplit la salle. Quand un homme peut traverser des champs de guerre à l'étranger et être traité en ennemi sur sa propre terre, alors nous avons un devoir moral de nous interroger. Si mon arrestation peut servir à réveiller les consciences, alors ce moment d'humiliation n'aura pas été vain. L'ovation qui suivit fut longue.
Plusieurs membres du Congrès, les yeux humides, se levèrent pour saluer le général. Ce témoignage résonna comme une gifle symbolique à l'aveuglement collectif. 3 semaines plus tard, une plaque en bronze fut installée dans le hall principal du commissariat d'Ashford, la même où le général avait été retenu et interrogé. Sobre, mais puissante, elle portait cette inscription gravée avec soin. À ceux qu'on a jugés sur leur apparence avant leur nom. Que votre humanité soit toujours plus forte que nos peurs. En hommage au général Alexander Morris. Les visiteurs du commissariat s'arrêtaient désormais devant cette plaque, certains en silence, d'autres en prenant une photo, d'autres encore en méditant sur leurs propres préjugés. Le général Morris, lui, continua de servir son pays avec la même rigueur et la même foi dans les valeurs qu'il défendait. Lors des défilés, des remises de médailles et des commémorations nationales, il fut acclamé non seulement pour ses états de service mais aussi pour avoir symbolisé la lutte contre l'injustice. On disait désormais de lui qu'il n'était pas seulement un héros de guerre, mais un héros moral. Quant à l'agent Brian Whittaker, il disparut quelque temps de la scène publique. Suspendu, puis muté loin du terrain, il entama un parcours personnel de remise en question. Il suivit plusieurs programmes de rééducation sur les biais inconscients, la diversité culturelle, l'écoute active. Il fut confronté à des témoignages bouleversants de personnes victimes d'abus, ce qui l'obligea à regarder son propre parcours différemment. 1 an plus tard, il fut réintégré, mais dans un nouveau rôle, instructeur pour les nouvelles recrues à l'Académie de police de l'État. Un poste que peu auraient osé lui confier, mais qu'il honora avec sérieux. Lors d'un séminaire d'accueil pour jeunes officiers, il se leva devant la classe et déclara avec franchise. « J'ai appris la leçon la plus dure de ma vie, en arrêtant le mauvais homme pour les mauvaises raisons. Ce jour-là, j'ai vu un homme noir et j'ai vu un danger. Mais c'était moi qui étais aveuglé. Ce jour-là, c'est moi qui aurais dû être menotté par mes propres préjugés. » Il marqua une pause. Puis ajouta, la voix posée mais ferme. « J'ai eu une chance de changer. Maintenant, c'est votre tour. Faites mieux que moi. » Dans la salle, plusieurs jeunes recrues prirent des notes, d'autres gardèrent le silence. Ce témoignage avait valeur d'avertissement et d'espoir. Le général Morris et l'agent Whittaker ne se croisèrent plus jamais. Mais leur trajectoire, à jamais liée par ce matin doux, continuèrent à nourrir les débats, les réflexions et les changements dans les mentalités américaines. Et dans une école du comté d'Ashford, lors d'un cours d'éducation civique, une jeune fille noire leva la main et demanda : « Est-ce qu'un jour, on sera jugé d'abord par nos actes et non par notre couleur ? » Le professeur sourit doucement, puis répondit : « Ce jour-là dépend aussi de vous. Mais grâce à des hommes comme le général Morris, il est plus proche qu'hier. »